Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose donc de commencer ce nouveau jeudi de la FEMS consacré aux archives, aux liens archives et musées. Donc, jeudi qui a suscité beaucoup d'intérêt puisque nous avons pas loin de 70 inscrits donc, et inscrites qui vont, j'espère, nous rejoindre prochainement. Je vais rapidement vous présenter les intervenants. Quelques éléments de problématique, mais de manière très rapide. Je suis Céline Chanas, je suis vice-présidente de la FEMS et je dirige le musée de Bretagne à Rennes. Donc, réunis aujourd'hui autour de cet écran, nous avons Véronique Sassetti Aguilera, qui est conservatrice en chef du patrimoine, qui est directrice adjointe des archives départementales de l'Hérault. Nous avons également Fabienne Tyran, responsable du fonds d'archives au département collection et ressources documentaires du MUCEM. Deux directrices d'archives municipales, Claire Gatti à Rennes et Cécile Lelong à Dijon. Et enfin, Alice Buffet, qui est directrice du musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère. Donc, pour préparer ce jeudi, nous sommes partis chacun et chacune de nos expériences en musée ou en archive et des relations que nous pouvons avoir avec nos collègues respectifs et des questionnements qui sont les nôtres. En partant également du point de vue des besoins des professionnels du musée qui n'ont pas toujours des compétences en archives. Donc, l'idée de ce jeudi, c'est d'apporter aussi des éléments théoriques de bonne compréhension du cadre réglementaire des archives. C'est ce que va nous faire Véronique Sassetti Aguilera dans quelques minutes. L'idée est également de s'appuyer sur des exemples de bonnes pratiques de coopération entre services d'archives et musées. Les musées de société ont quand même de très nombreux points communs avec les archives. Je pense en premier lieu à la question de la collecte, par exemple de tout ce qu'on fait, des enquêtes de terrain dans le collectage des documents sonores, ce n'est qu'un exemple. Et puis, nous nous poserons également une question, alors qui n'aura peut-être pas toutes les réponses aujourd'hui, mais nous envisagerions possiblement des suites à ce premier jeudi, voilà, si l'Assemblée en éprouve le besoin, sur le cadre de gestion des archives privées dans des musées et notamment des musées de société. Donc voilà pour le programme et je propose tout de suite à Véronique Sassetti Aguilera de nous poser le cadre. Bonjour à tous. Je vais vous présenter un PowerPoint. Je suis bavarde, donc merci de bien vouloir me signaler si je dépasse le temps, hein. Voilà, je suis quelqu'un de très bavard. Donc, le PowerPoint a dû s'afficher. Alors, c'est en cours, Véronique. Alors, faites passer une slide pour voir, Véronique, si jamais. Oui, c'est bon. Alors, voilà, là, on est sur le mode. Voilà. Vous pouvez mettre en plein écran. Est-ce que oui, est-ce que ça convient à tout le monde? Est-ce que tout le monde voit? Oui. Oui, ça peut. Parfait. Oui, Véronique. Très bien. Merci. Donc, les archives et les musées, obligations et gestion, avec pour commencer une définition des archives. Qu'est-ce que c'est quand on parle des archives? Eh bien, les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, donc les supports papier et numériques, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produit ou reçu par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Donc, les archives, j'aurais tendance à dire que c'est tout, en fait, ce qui est produit et reçu. Donc, ce ne sont pas, concernant les musées, uniquement les archives administratives produites par l'établissement. C'est également tout ce qui est produit dans le cadre de l'activité scientifique. Les enjeux donc des archives dans les musées. Le Code du patrimoine dispose que la conservation des archives est organisée dans l'intérêt public, tant pour les besoins et la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche. Donc, c'est un enjeu de transparence,
d'égalité d'accès de tous les citoyens à l'information. Et c'est un enjeu aussi de conservation, de sécurisation des procédures administratives et des procédures de conservation. À chaque niveau de l'organisation territoriale de la France, de l'État jusqu'aux communes, le public est donc en droit de trouver les moyens de repérer et de consulter les documents qui l'intéressent. Les musées et les archives ont un texte en commun, évidemment, le Code du patrimoine, avec 2 livres, le livre 2 pour les archives et le livre 4 pour les musées. Ces 2 livres n'ont aucun lien hiérarchique entre eux, c'est-à-dire que pour les musées, le livre 4 s'applique, pour les archives, le livre 2 s'applique, et pour les archives de musées, c'est le livre 2 qui s'applique. Donc, c'est le livre qui concerne la réglementation des archives. Les missions des archives, eh bien, il y a 4 C qui sont assez peu différentes de ce qui existe dans les musées, hein, évidemment. La collecte, le classement, la conservation et la communication. Et ce volet-là engage, c'est-à-dire que la communication est une obligation. Donc, du moment que vous produisez et que vous faites le choix d'acheter des archives ou de les accepter, vous allez devoir appliquer les règles de communicabilité qui s'appliquent aux typologies documentaires. Les musées, que sont les archives publiques en musée? Donc, il y a une distinction à faire, évidemment, entre les archives publiques et les archives privées. Le statut du musée détermine le statut de ses archives. Donc, selon l'appartenance du musée, le statut des archives produites dans le cadre de ses activités est différent. Et à ces statuts archives publiques ou archives privées se rattachent des protections et des règles de gestion différentes, comme je vous le disais, selon le livre 2 du Code du patrimoine. Néanmoins, c'est une zone grise. C'est-à-dire que lorsque un établissement se pense privé, je dirais un établissement qui dépend d'une association, qui dépend d'une fondation, la nature privée des archives n'est pas automatique, ça n'est pas évident. Imaginez une fondation avec obligatoirement dans son conseil d'administration des élus. Imaginez une association dont le président ou dans le conseil d'administration, il y a forcément des élus. Donc, il faut reprendre le statut du musée et vérifier d'abord qu'il n'y a pas de personnes publiques obligatoirement décisionnaires dans l'organisation, et ensuite vérifier le seuil de subvention. C'est-à-dire que si un établissement, un musée, une fondation, alors un musée qui dépend d'une fondation, d'une association, ne peut pas vivre sans les subventions publiques, même si les archives ont un statut privé, les puissances publiques sont en droit de demander comment la gestion des archives est assurée. Simplement parce que eh bien, c'est de l'argent public qui sert à faire fonctionner l'établissement. Donc, en général, ça se retrouve dans les conventions. Et si jamais ça n'est pas le cas, ça serait bien de le rajouter, l'avenir des archives pour les musées associatifs qui dépendent exclusivement des subventions publiques. Et il y a aussi un deuxième volet dans les archives publiques et les archives privées, quand archives et collections se rejoignent. Dans le cadre de l'étude et de l'enrichissement de ces collections, un musée peut également être amené à faire l'acquisition d'archives privées. La maîtrise de ces 2 distinctions est essentielle pour une bonne gestion des documents, qu'ils soient publics ou privés. Donc, petit rappel, le mode d'entrée des archives privées dans les musées, à titre gratuit ou onéreux, le don, qui génère un contrat, le legs,
qui est effectif au décès du donateur, le dépôt, où il n'y a pas de transfert de propriété de la personne qui donne, enfin qui dépose au musée qu'il accepte, l'achat de main à main ou en vente publique, et la dation, ce qui est plus rare, mais qui peut arriver en archive. Les archives privées qui relèvent d'un service public se voient, sauf contre-indication du donateur, appliquer les mêmes règles de communicabilité que les archives publiques. C'est-à-dire que si vous acceptez des archives privées et que le donateur n'émet pas de réserve, il ne demande pas à en contrôler l'accès, il ne demande pas une garantie d'un temps où il ne souhaite pas que les archives soient vues, eh bien, vous avez l'obligation de les communiquer à condition qu'elles soient communicables. Les archives publiques en musée, c'est ce que je vous disais, c'est l'application du livre 2 du Code du patrimoine. Vocation, donc la vocation, les enjeux, on rejoint les enjeux, c'est le droit des citoyens et des institutions, les protéger leurs droits, et constituer une mémoire pour la documentation de la recherche et pour l'histoire. Les archives publiques sont ainsi soumises à des règles contraignantes concernant leur conservation ou leur destruction, leur communication à des tierces personnes ou leur circulation en dehors du territoire national, puisque toutes les archives publiques ont un statut de trésor national. Enfin, les archives publiques ne peuvent être vendues ou cédées ni détenues indûment, et cela sans délai de prescription, c'est-à-dire qu'elles peuvent être revendiquées à tout moment. Et le cas échéant, voilà, c'est ce que je vous disais, elles peuvent faire l'objet d'une revendication. À l'échelle de votre collectivité, je vous invite à vérifier vos procédures d'archivage. Qui est le référent archive? Est-ce que vous avez une charte d'archivage? Est-ce que vous avez un tableau de gestion? Est-ce que vous versez régulièrement aux archives, alors municipales ou métropolitaines si vous dépendez d'une commune ou d'une Comcom, d'une interco, à l'échelle départementale, régionale potentiellement. Donc, vérifiez que vous avez déjà au moins versé quelques archives dans un service d'archives et que vous éliminez régulièrement ce qui doit l'être avec visa du directeur des archives départementales de votre ressort, le directeur des archives départementales qui exerce le contrôle scientifique et technique sur les fonds d'archives, y compris celles des musées, puisque c'est le fonctionnaire compétent pour autoriser l'élimination. Évitez de confondre archives et documentation. Donc, l'étude des collections, c'est une activité importante pour les musées. La distinction entre les archives et la documentation n'est pas toujours aisée. Pardon. Cependant, il est important de distinguer les deux, dans la mesure où les archives ont un statut et une gestion définis par des textes réglementaires. Ça n'est pas le cas pour la documentation. La documentation, c'est un ensemble d'informations de nature diverse réunies volontairement sur un thème donné pour constituer une base de connaissances. Lorsque la documentation comprend des sources archivistiques, je pense au dossier d'œuvre par exemple. Dans un dossier d'œuvre, vous pouvez avoir des catalogues de vente ou des articles réalisés par des spécialistes, des experts. Ça, c'est typiquement de la documentation. Vous pouvez aussi avoir de la photographie au moment de la production de l'œuvre par l'artiste. Ça, c'est de l'archive. Donc, il faut arriver à distinguer ce qui est de la documentation de ce qui est de l'archive, privée ou publique d'ailleurs. Et les informations contenues dans les documents doivent être communiquées. Ça, je vous l'aurais dit, je vous l'aurais répété, parce qu'il est parfois difficile dans les musées d'avoir accès et de prendre du temps pour accueillir les chercheurs, mais c'est une obligation réglementaire, la communication. Donc, du moment que vous vous engagez à prendre des archives, vous vous engagez à les communiquer dans le cadre des délais de communicabilité. Et pour finir, j'aurais tendance à vous dire, à vous présenter les pratiques à proscrire. Alors, sous peine de me voir dans vos pires cauchemars,
vous me verrez, mais tous les archivistes d'ailleurs, hein, vous verrez tous les archivistes dans vos pires cauchemars. Donc, considérez les archives comme de la documentation, c'est-à-dire considérez les archives comme quelque chose qui ne va que documenter vos collections. Considérez les archives comme un objet de musée. Donc, ne traitez pas les archives à la pièce. Ça n'a aucun sens pour les archivistes. Les archives sont un ensemble de documents qui ont une unité et qui ont un sens. Le fait d'extraire des pièces d'un fond parce que justement c'est un fond qui vient éclairer la production d'un objet, c'est pas proscrit si vous documentez et si vous conservez la mémoire du retrait de la pièce dans le fond. Parce que sinon, vous faites perdre de la cohérence au fond d'archives au profit d'une documentation qui peut être une numérisation, une copie serait peut-être suffisante dans le dossier d'œuvre, par exemple. Créer une série manuscrit pour identifier les pièces remarquables. Là aussi, hein, c'est traiter la pièce, traiter le document comme quelque chose qui a une valeur intrinsèque, alors qu'un document, quand il est intégré dans une liasse, c'est qu'il a du sens à être dans la liasse. Différencier les archives administratives des archives de collection. Ne jamais verser dans un service public d'archives et concurrencer les autres institutions, c'est-à-dire que dans le cadre de vente et de vente publique, vous pensez régulièrement, avec la DRAC, à faire des échanges entre institutions en disant « je souhaiterais me positionner sur ce fonds d'archives parce qu'il m'intéresse. Est-ce que ça intéresse quelqu'un d'autre ?» Pensez aussi aux archives parce que parfois, il peut arriver que les archives se positionnent aussi en vente publique. Et c'est aussi absurde de faire monter les enchères entre musées qu'entre musées et archives, entre institutions publiques. Et là, la compétence est plutôt au niveau du directeur des archives départementales. Le pivot, c'est vraiment le directeur qui exerce le CST et qui va avoir une vision d'ensemble sur son territoire. Donc, il vaut mieux, par exemple, si vous êtes dans une région, je vais prendre la région Pays de la Loire, hein, par exemple, que je connais bien. Si vous êtes en région Pays de la Loire et que vous souhaitez vous positionner sur un fonds d'archives, vous êtes à Nantes, sur un fonds d'archives qui traite d'un objet qui a été produit dans le Maine-et-Loire, contactez le directeur d'archives départemental du Maine-et-Loire. Parce que lui va pouvoir vous dire s'il n'a pas prévu de se positionner là-dessus. Et en conclusion, je dirais que vous produisez des archives qui sont essentielles à la bonne gestion des collections et des institutions. Ce sont des ressources aussi pour écrire l'histoire des musées, mais pas que, écrire l'histoire de l'art, écrire l'histoire de la recherche scientifique. Et au-delà de leur valeur juridique, elles sont un patrimoine à organiser, à conserver et à mettre en valeur. Donc, il faut préserver la qualité et la fiabilité des sources, respecter les fonds et leur intégrité, la description selon les normes archivistiques et potentiellement, comme on prévoit de mettre en ligne les collections des musées, l'idée c'est d'assurer également la mise en ligne des archives et de les traiter de manière à ce qu'elles soient accessibles au public. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour des archivistes de voir des fonds d'archives intégrer des espaces de conservation dans les musées et être communicables le mercredi de 14h à 15h, par exemple. Donc vraiment, si vous faites le choix d'avoir des archives, ayez en tête, enfin si vous faites le choix d'avoir des archives publiques et de vous positionner, privées, pardon, et de vous positionner sur les archives publiques, privées, pensez qu'il va falloir appliquer les règles de communication des archives publiques. J'en ai terminé, j'espère que je n'ai pas été trop longue et merci beaucoup. Et s'il y a des questions, des remarques, n'hésitez pas.
Merci Véronique, c'était très clair. Je mets tout de suite dans la séquence de la conversation l'article de référence que vous avez écrit, qui est disponible en ligne, qui va plus loin et qui illustre aussi le travail fin que vous avez pu mener, puisque j'aurais peut-être dû le dire en introduction, mais la richesse de votre parcours en archive départementale aujourd'hui, mais hier en archiviste itinérant dans des communes et puis aussi sur des fonctions de direction de musée, voilà, vous donne une vision très précieuse à 360 degrés avec ce cadre très général, les bonnes pratiques et ce qu'il faut éviter. Je proposerais bien, parce qu'on a dans le groupe des archivistes, des personnes de musée, peut-être des personnes aussi qui ont des niveaux de connaissances variables, peut-être de prendre 2-3 questions, s'il y a des questions dans l'Assemblée, sur ce que vous venez de nous exposer. Donc, n'hésitez pas à lever la main, à vous manifester. Et puis ensuite, on enchaînera avec les autres intervenants pour une autre série de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être pas tout de suite. Bon, si elles viennent, n'hésitez pas à vous manifester. À ce moment-là, alors moi, j'avais quand même une question. Ah, si, voilà, il y a une question de Véronique Faux-Vincenti qui n'avait pas de caméra, mais ce n'est pas grave. Allez-y, posez votre question. Oui, je suis désolée parce que c'est désagréable de parler en plus juste à une voix, mais j'y arrive vraiment pas avec ma caméra. Donc oui, moi j'ai une question, c'est donc au musée d'histoire vivante en fait, qui est ouvert depuis 1939. En fait, on est un petit peu embêté parce qu'il s'est trouvé qu'à un moment il n'y avait pas d'archives municipales et de fait, il y a eu des choses versées au musée qui relèvent des archives municipales. Donc, on a un rendez-vous prochainement avec la responsable avec la directrice des AD de Seine-Saint-Denis. Mais en fait, se pose donc cette question d'archives publiques qui ont été données après-guerre au musée à défaut d'archives municipales, d'une part, et d'autre part, comment ça se passe si on a un don d'un ancien maire qui a donné au musée pour ne pas donner aux archives municipales. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, je suis très détendue sur le sujet, pardon, mais j'aurais tendance à dire que, alors, l'important, c'est que ce soit conservé quelque part. Oui. Et que ce soit bien conservé, déjà. Alors, les archives communales sont les archives de la commune. Elles n'intègrent pas les collections du musée. Ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Donc, vous pouvez les conserver. C'est-à-dire que Oui. vous avez, voilà. Mais ça ne peut pas faire partie de votre collection, de votre fonds. Mm-hmm. C'est la première des choses. Donc, j'espère qu'elles n'ont pas été cotées, enfin, qu'elles n'ont pas de numéro d'inventaire. C'est ça que je veux dire. Parce que ça serait une aberration complète. Voilà, pour le dire clairement. Après, si vous êtes lieu de conservation et de communication, pourquoi pas? Il y a du personnel dédié, il y a des horaires d'ouverture satisfaisants pour que le public puisse y accéder. Ce qui est certain, c'est que si maintenant il y a un service d'archives constitué, ces archives ont vocation à réintégrer le service des archives communales. D'accord. Pour le maire, si ce sont des archives privées, c'est-à-dire des archives qui n'ont pas été réalisées dans le cadre de l'exercice de ses missions publiques, il est libre de les verser à qui il veut. Des photos de ses enfants, enfin, je ne sais pas, hein, ce qu'il pourrait avoir eu l'idée de verser. Si c'est une production publique, c'est-à-dire pendant son mandat, ce sont des archives publiques. Et Alors, il n'a... Alors, comment vous dire ça? C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de numéro d'inventaire. Vous pouvez assurer la conservation et la communication, mais elles ont un statut d'archives publiques et ce sont des archives. Ce ne sont pas des objets, ce n'est pas de la documentation de vos collections. Donc, ça n'a aucune possibilité d'intégrer
votre établissement, si ce n'est les raisons de conservation. D'accord. Alors, il se trouve, moi je trouve que pour les archives, en particulier des anciens maires, que parfois le distinguo quand même entre archives publiques et archives privées n'est pas toujours simple. Il me semble, de voir les choses pièce. Vous voyez, par exemple, des photos de lui pendant son mandat en ville, dans sa municipalité. Donc ça, on peut considérer comme privé ou public? Ça dépend. Il est en représentation. Oui. Eh ben, c'est public. C'est public. D'accord. Non, mais vous voyez, c'est pas forcément évident. Et alors, du coup, peut se poser la question, c'est que si on reçoit un tel fonds, il peut y avoir dedans aussi bien des choses privées que des choses publiques. Ah ben, on ne scinde pas le fonds. C'est-à-dire que c'est le principe d'unité du fonds. Bah oui. Et par contre, je peux vous demander si le maire est un artiste qui est dans vos collections? Non. Donc, ça n'apporte rien à vos collections. Dans le cadre du projet scientifique et culturel de votre musée, vous n'avez pas dit que vous souhaitiez accueillir des archives des hommes politiques de votre localité? Non, mais il se trouve que historiquement, le musée ayant été créé en 1939, historiquement, c'est ce qui s'est fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont d'anciens élus, sénateurs, députés, députés-maires, qui ont été à l'origine de la création du musée. Et donc, du coup, ils ont eu tendance, en l'absence en plus d'un service d'archives municipales, et je crois qu'il y avait aussi une crainte politique de tous ces individus dont je parle depuis 1939, que la municipalité politiquement ne soit pas à leur goût. Donc, vous voyez, pour eux, l'association était un petit peu un refuge, alors qu'une association peut autant changer qu'une municipalité, mais comme un refuge aussi politique. Alors, je suis vraiment désolée de vous le dire, mais vous détenez sans droit ni titre des archives publiques. Donc, si vous continuez à les conserver et que vous les conservez et que vous les communiquez, il va falloir conventionner. D'accord. Mais par contre, il faut vraiment le documenter parce que les élus, là, n'ont pas respecté la réglementation ni la législation. Et qu'il vous incombe, malheureusement, de le leur rappeler. C'est-à-dire que lorsque ils sont décédés. Alors, je vous propose qu'on arrête peut-être sur ce cas concret qui est hyper intéressant parce que je pense qu'on pourrait en avoir 47, le nombre que nous sommes dans cette rencontre. Ça ouvre bien les choses. Je vois qu'on pourrait peut-être faire une consultation archive en musée. Et Véronique Faux, donc je vous propose, si besoin, on reprendra la discussion de manière un peu plus approfondie, mais je vous propose qu'on enchaîne du coup sur nos interventions à suivre et les questions à poser à nos intervenants. Et donc, l'idée à présent, c'était de poser une question à Fabienne Tirant, au MUCEM, puisque le MUCEM est notre grand département pour les musées de société. Et la question était assez simple. Comment sont gérées les archives du MUCEM? Et où peut-on consulter les archives de l'ex-Musée national des arts et de tradition populaire? Comment dire, recherche qui peut aussi nous intéresser nous-mêmes dans nos activités scientifiques ou de recherche sur les collections en musée de société. Alors oui, bonjour. Du coup, je vais déjà vous présenter un petit peu les archives du MUCEM, puisque du coup, ces archives-là en fait sont surtout issues de l'histoire du musée. Et donc, comme vous l'évoquiez, de l'histoire du Musée des Arts et Traditions Populaires. Donc, vous allez voir, en fait, au fil de mes réponses, de mes interventions, que finalement, ça va beaucoup s'appuyer sur ce qui vient d'être présenté par Véronique, en fait, puisque j'ai retrouvé plein de points sur lesquels je peux, moi,
illustrer des choses. Donc, effectivement, au MUCEM, on a deux types de fonds. On a des fonds publics et des fonds privés. Sur tout ce qui est fonds publics, on a effectivement tout ce qui est fonds administratifs qui sont issus, en fait, du travail au quotidien dans le musée, de la production de documents par les agents, qui est collecté au sein du MUCEM, en fait, bon, avec toutes les règles de collecte auxquelles on a recours. Et ensuite, on a aussi tous les fonds scientifiques. Et de ce fait, ces fonds scientifiques au MUCEM sont plutôt des fonds qui sont issus de fonds d'enquête, en fait. Donc, c'est des chercheurs qui vont sur le terrain et qui enquêtent sur un sujet particulier à l'étude à un certain moment au musée. C'est souvent des enquêtes qui sont menées dans le but ensuite de faire des expositions. Donc, c'est des enquêtes qui durent assez longtemps, qui ont cours sur plusieurs années. Et donc, sont issus de ces enquêtes deux types de fonds, des fonds publics qui, du coup, sont produits par les chercheurs autour de ces thématiques-là, et des fonds d'archives privés qui sont souvent collectés à l'occasion de ces enquêtes par les chercheurs sur le terrain, qui entrent en contact avec souvent soit des particuliers, soit des associations qui ont des fonds d'archives privés qui viennent compléter un peu tous les fonds collectés directement sur le terrain, des fonds publics collectés directement sur le terrain par les chercheurs. Donc, au final, au MUCEM, on a ces deux types de fonds. Et pour se donner, pour avoir en tête ce que ça peut représenter, on a du coup des fonds papier qui représentent à peu près 1 km linéaire d'archives qui sont gérés directement par le musée. On a aussi des fonds sonores qui sont collectés directement sur le terrain. Et là, on a environ 79 000 enregistrements sonores. Alors, on en a vraiment beaucoup parce que c'est aussi quelque chose qui est issu de l'histoire du MNATP, puisque les fonds sonores faisaient partie de la phonothèque du MNATP. Et aujourd'hui, on a de plus en plus aussi de fonds vidéo, puisque en fait, ces fonds sonores, ces captations sur le terrain de fonds sonores, finalement, aujourd'hui, elles se sont transformées en captations vidéo. Donc, le fonds vidéo prend de plus en plus d'ampleur et on en a plusieurs milliers de ce fait. Pour ce qui est de la documentation, on en a effectivement aussi. Et ça, c'est vrai que c'est, comme le disait Véronique, ça se retrouve beaucoup dans les dossiers d'œuvres pour justement documenter les acquisitions d'objets. Je peux faire juste un petit aparté sur quand vous aviez évoqué les fonds de manuscrits, en fait. Alors, nous, on a aussi un fonds de manuscrits qui est du coup assez problématique, en fait, puisque justement, ça a été des pièces qui ont été isolées des fonds historiques du MNATP, parce que souvent, c'était des pièces qu'on trouvait belles et qu'on voulait mettre en valeur. Et effectivement, ça a été extrait de ces fonds, mis dans un fonds des manuscrits qui, à l'origine, n'était pas vraiment inventorié. Donc, on a fait quand même quelques découvertes en essayant de l'inventorier. Et du coup, aujourd'hui, quand on a des demandes de recherche sur certains sujets, on est obligé d'aller voir un petit peu dans ce fonds des manuscrits ce qui peut compléter les consultations, en fait, des chercheurs. Et c'est vrai qu'on a pris le parti de commencer à un peu extraire les documents qui avaient été identifiés comme provenant de certains fonds pour les rattacher à ces fonds-là, pour redonner le sens en les mettant dans un fonds avec un contexte et de manière à ce qu'ils soient de mieux en mieux exploitables, en fait. Parce que effectivement, une pièce isolée, ça n'a pas de sens. Ça perd son sens et son articulation avec l'ensemble des documents auxquels elle était rattachée, en fait. Donc, voilà un petit peu pour ce qu'on peut retrouver au sein du musée. Et pour répondre à la question sur les archives des ATP, en fait, où peut-on les consulter? Alors, il y a deux endroits où on peut consulter les fonds des ATP, soit aux Archives nationales où elles ont été versées en 2013 à l'occasion du déménagement du MUCEM,
des fonds des ATP au MUSEM. Mais on peut aussi les consulter directement chez nous, puisque en fait, ces archives-là ont été numérisées et nous, on dispose en fait d'une copie numérique, donc on peut mettre à disposition du public la copie numérique ici. Merci Fabienne, voilà pour cette présentation très globale et très rapide. Alors apparemment Véronique avait une question, une intervention complémentaire, je la laisse intervenir. Non, je souhaitais savoir, Fabienne, si ça y est, l'ensemble des dossiers d'œuvres avaient été numérisés. Non, pour l'instant, Non, non, toujours pas, oui. D'accord, merci. Peut-être qu'il sera intéressant, il y aura des questions. C'est vrai que sur la question de la gestion des fonds sonores, comment vous les inventoriez, sur quelle base de données, est-ce que vos bases musées et bases archives dialoguent, on aura peut-être des questions là-dessus. Mais je propose d'enchaîner avec Claire et Cécile, voilà, en posant une question où moi j'ai la réponse, mais c'est intéressant que Claire puisse nous la partager avec tout le monde. Comment les archives de Rennes accompagnent les musées dans la gestion de leurs archives. Et avec une question un peu sous-jacente, parce que je connais à la fois l'efficacité du service de Claire, mais le fait qu'elle ait aussi une petite équipe, c'est comment peut-on être efficace quand on a des moyens limités. Merci Céline. Bonjour à toutes et à tous. Donc aux archives municipales de Rennes, nous sommes effectivement une petite équipe et nous sommes du coup, comme la plupart des services d'archives, ce sont les 4C que rappelait Véronique en introduction, notamment en charge du conseil et de la collecte des archives. Et dans ce cadre-là, qui est le début de la chaîne des archives, nous accompagnons l'ensemble des services de la collectivité dans la bonne tenue de leurs archives. Dans ce cadre-là, nous avons de fait une équipe de référents archives qui va conseiller notamment les musées de la ville et de la métropole de Rennes, puisque nous avons compétence sur ces deux ensembles. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver assez simplement, enfin dans l'ensemble la plupart des services d'archives. Ça commence d'abord par un rôle de conseil, de rencontre que l'on peut faire auprès de l'ensemble des services, avec un audit qui peut porter sur l'ensemble des archives qui sont conservées. Donc pour mémoire, c'est ce que rappelait Véronique sur la définition des archives, à la fois les archives papier, mais aussi les archives électroniques, puisqu'en fait les archives couvrent l'ensemble de ces deux supports. On a encore beaucoup de papier, mais on a de plus en plus d'électronique, et c'est voilà, aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que c'est quelque chose qui est important de prendre en compte dès maintenant. Donc concrètement, notre référente archive musée a une interlocutrice au sein du musée de Bretagne, puisqu'il y a une correspondante archive qui a été désignée au sein du musée de Bretagne pour être voilà, l'interlocutrice privilégiée, et puis notre relais au sein du service, qui est quand même assez important pour avoir cette bonne gestion des archives au quotidien. Je précise tout de suite que cette personne au sein du musée n'est pas la personne qui va faire l'archivage de l'ensemble du musée, mais qui va être la personne, théoriquement, qui va recueillir les besoins du musée et nous les faire remonter. Voilà, le but, c'est pas qu'elle fasse le travail à la place des autres, mais plutôt qu'elle soit la personne la plus informée en matière de procédure, qu'elle puisse les expliquer, les partager, et puis qu'elle puisse se faire le relais des questions auprès du service des archives. Pour cette bonne gestion des archives, donc je parlais de visites de conseil sur la tenue au quotidien, on réalise aussi un document cadre qu'on appelle un tableau de gestion des archives. Du coup, je vais juste vous partager mon écran pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Hein, c'est pas, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en voir un. Chaque service d'archives peut en réaliser pour les services qui l'accompagnent. Je ne sais pas si ça s'affiche bien à votre écran. Oui. Oui. Donc c'est un extrait du tableau de gestion des archives du musée de Bretagne. Donc en fait, on va balayer l'ensemble de la production documentaire du musée, quel que soit le producteur au sein du musée, hein, l'activité administrative comme l'activité scientifique.
Là, ce que je voulais surtout vous présenter, c'était un peu la structure pour que vous ayez déjà vu un peu à quoi ça peut ressembler ce type de document. On va balayer chacune des activités, la gestion des collections, les expositions, etc. Et pour chacune, lister les types de documents qui vont être produits par le musée. Donc, c'est un travail qu'on réalise en réunion avec chacun des membres du musée. Pour chacun de ces documents, on va appliquer la durée, ce qu'on appelle nous une DUA, le délai pendant lequel le musée va en avoir besoin. On peut aussi s'appuyer sur des textes cadres qui vont nous donner ce délai, puisque souvent, ce sont, quand on est sur des documents, par exemple, de gestion plus administrative, on peut avoir des délais qui sont fixés par différents codes, des délais de prescription, en fait. On est vraiment sur ce sujet-là. Et à l'issue de ce délai, donc c'est la deuxième colonne, hein, DUA, c'est ce qu'on va indiquer dans la quatrième colonne, en l'occurrence, c'est le sort final. Que fait-on à l'issue de ce délai? Soit on verse les documents aux archives, soit les documents peuvent être détruits, toujours avec l'autorisation du directeur ou de la directrice des archives départementales, puisque ce sont des archives publiques en l'occurrence. Donc ça, c'est vraiment une obligation. Si on prend notre exemple, le bordereau d'élimination transite par nous, archives municipales, mais nous le faisons remonter aux archives départementales pour que le directeur puisse signer. On précise aussi si le support est électronique ou papier, c'est le PE qu'il y a dans la colonne support. Des observations, si nécessaire. Et ce qu'on précise aussi, je n'ai pas parlé de la troisième colonne, qui est référent de l'archivage au sein du musée. En fait, c'était pour qu'on puisse identifier qui fait quoi au moment de l'archivage. On a aussi volontairement ajouté cette dernière colonne flora ou documentation qui, en l'occurrence, permet, puisque c'était vraiment un sujet quand on a travaillé le tableau gestion, de savoir ce qui va alimenter aussi possiblement le centre de doc du musée de Bretagne ou la base flora. Vous voyez que par exemple sur les dossiers de recherche, enfin des dossiers par année de mise à jour des expositions permanentes, les recherches scientifiques, les dossiers en tant que tels sont versés aux archives, mais il peut y avoir une copie aussi au centre de documentation. Mais l'objectif, c'est que... Pardon ? J'ai cru que j'avais quelqu'un parler en même temps, il y a un écho. Excusez-moi. Donc, ces dossiers vont être sont obligatoirement versés aux archives, mais ils peuvent aussi intéresser le centre de documentation. Autre exemple qu'on peut animer au niveau des archives, c'est quelque chose qu'on a mis en place au niveau de l'ensemble de la collectivité, qu'on a appelé grande lessive, si vous voulez, c'est un peu le terme qu'on a trouvé pour remplacer le mot de Cleaning Day, que vous connaissez peut-être en anglais, qui est en fait l'animation de journées d'archivage banalisées au sein des services. On encourage vivement les services à travailler régulièrement sur leurs archives et à dédier une journée où tout le monde travaille de manière collective à son archivage avec un appui renforcé des référentes archives sur toute cette journée. Donc pour ces journées-là, le tableau de gestion des archives est vraiment une base intéressante. Et lorsqu'il y a des arriérés un peu plus conséquents, donc là, ça a été le cas en particulier au musée de Bretagne sur le traitement notamment de podcasts, d'enregistrements sonores entre autres. On peut accompagner des missions d'archivage par des archivistes contractuels qui du coup interviennent en renfort au niveau du musée, mais pour lesquels nous exerçons un suivi scientifique sur leurs interventions. Donc voilà, ça c'est un peu les grandes façons d'accompagner le musée. Je dois dire que au niveau du musée de Bretagne, en 2023, on a fait ce gros travail de mise à jour du tableau de gestion des archives, qui a fait suite aussi à un travail conséquent sur la refonte de l'arborescence, puisque c'est aussi quelque chose que l'on peut accompagner. Et donc, c'est quelque chose qui est plutôt satisfaisant avec de fait des versements réguliers entre musée et archives. Pour répondre ensuite à la deuxième question sur les moyens limités, et puis aussi notre travail assez fructueux en commun avec le musée de Bretagne, on voulait avec Céline, et puis du coup je m'en fais la porte-parole, évoquer le cas, dans notre cas, le recours à un contrat mutualisé. Donc concrètement, en 2017, le musée
de Bretagne a ouvert son portail des collections. Du côté des archives de Rennes, en 2019, nous avons lancé un nouveau site internet. Et l'un et l'autre, à ce moment-là, nous avons voulu mettre en avant une politique de réutilisation ouverte avec une attention particulière portée aux droits d'auteur et donc un nécessaire travail sur la recherche des auteurs, de leurs ayants droit et la négociation de cession de droits pour permettre une exploitation des documents. Donc, il se trouve que, étant sur le même territoire, un certain nombre d'auteurs sont communs, en fait, entre nos deux institutions. Les enveloppes étant ce qu'elles sont, les enveloppes RH étant ce qu'elles sont, il nous a paru intéressant de mutualiser nos enveloppes pour recourir à un contrat qui est du coup à mi-temps au musée, à mi-temps aux archives, pour travailler sur l'ensemble des auteurs et des ayants droit de nos collections. Donc, c'est un contrat qui fonctionne maintenant depuis 2022, qui fonctionne très bien et on y voit vraiment beaucoup d'avantages. C'est un poste en fait hybride finalement de documentaliste chargé de la cession de droits qui travaille à l'identification des auteurs, à la négociation des contrats. Mais qui permet aussi de faire connaître cette question des droits de propriété intellectuelle, qui est quand même assez complexe, au niveau de la collectivité et de sensibiliser nos collègues au bon usage de ces droits et au bon usage en fait des fonds que nous conservons, archives comme musée. Donc voilà, ce qui a donné lieu, c'est ce que je voulais vous montrer sur la deuxième diapo, à la rédaction d'un petit vadémécum, une petite feuille recto verso, sur les bonnes pratiques. Alors, c'est très compliqué de résumer le droit d'auteur en une page recto verso, mais ça nous permet de diffuser un peu, si je puis dire, la bonne parole sur l'ensemble de l'appropriation de nos collections communes. Pour finir, donc justement sur ce point-là, ça a permis, ce contrat commun, un enrichissement mutuel finalement aussi dans la connaissance pour nous archives du fonctionnement du musée et inversement du musée sur ce qui peut se passer au niveau des archives. Une réflexion juridique partagée, puisque là maintenant on a un collègue qui est devenu vraiment expert sur ces sujets. Et le fait qu'il puisse accéder à la fois aux bases de données archives et aux bases de données musées simplifie quand même grandement son travail et simplifie aussi la négociation auprès des auteurs, puisqu'il peut, lorsqu'il aborde un auteur, à la fois lui présenter la problématique archive et la problématique musée, et puis ça donne vraiment de la cohérence à son action. Voilà, donc ce que je pouvais vous présenter. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Merci Claire de cette présentation très condensée, mais là aussi on pourra fournir de la documentation si besoin. Je propose peut-être, parce que du coup là on est sur la phase amont, le traitement, je propose peut-être d'enchaîner sur un autre exemple, un autre retour d'expérience entre là aussi des archives municipales et un musée, donc avec Cécile Lelong qui va nous parler justement des collaborations naissantes avec le musée de la vie bourguignonne et comment un fonds d'archives peut-être aussi valorisé au sein d'un musée, et puis parler aussi de projets à venir. Merci Céline, bonjour à tous et toutes. Je crois avoir vu ma collègue Vicky Buring du musée de la vie bourguignonne connectée. Donc Vicky, n'hésite pas à intervenir si tu le souhaites. Donc effectivement, je vais vous présenter ce projet d'une exposition d'archives présentée au musée de la vie bourguignonne. François, je ne sais pas si vous avez récupéré la dernière version. C'est bon pour vous? Oui, je présente ça. Je l'ai, merci beaucoup. Donc, le contexte de présentation d'une exposition d'archives dans un musée de société est parti donc ça concerne la valorisation d'histoire locale des musiques électroniques, qui est une histoire peu connue à Dijon, en dehors du milieu encore actif
à l'heure actuelle, puisque depuis 10 ans se déroule chaque année, durant le mois d'avril, un festival électro à Dijon. C'est né en 2021 d'une volonté tant politique que de notre hiérarchie, hein, direction des musées et archives municipales, nous faisons partie de la même direction, donc de la culture. C'était une forte volonté de dépoussiérer l'image véhiculée par nos 2 établissements, à un moment où la direction des archives était tout juste renouvelée et où la responsabilité scientifique du musée de la vie bourguignonne était sur le point de l'être avec la vacance du poste. L'objectif, c'est également de s'inscrire dans le mouvement national, je dirais, de patrimonialisation de ce mouvement culturel, puisqu'il y avait eu à la Philharmonie une exposition en 2019 et venait de paraître le documentaire Laurent Garnier Off the Record. C'était également la volonté de collecter une mémoire quasiment absente des collections, si ce n'est quelques archives publiques émanant du cabinet du maire concernant les nuisances sonores causées au voisinage par les clubs dans les années 90. Également donc d'intégrer la communication du festival local de musique électronique dont je vous parlais et de bénéficier de son rayonnement puisque c'est un festival qui rayonne au-delà de notre territoire. Céline, vous m'aviez proposé de revenir sur les difficultés d'une telle coopération. Tout d'abord, comme vous l'imaginez, il y a plein de questions financières qui se posent avec du coup la nécessité de trancher la répartition des charges. Donc, on a un budget archives, un budget direction des musées, avec une force de frappe totalement différente. Une grosse exposition au musée, notamment au musée des Beaux-Arts, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Quant aux archives, on a eu énormément de mal à réunir quelques dizaines de milliers d'euros pour cette exposition. Et le MVB ne dispose pas de budget propre. Par exemple, donc il a fallu en amont demander s'il serait possible à la direction des musées de prendre en charge le gardiennage de l'exposition, puisque eux, c'était finalement pas si difficile d'inclure ça dans une enveloppe globale qu'ils discutent avec les ressources humaines chaque année, mais du coup s'assurer de notre part que c'était bien pris en compte, que le recrutement serait bien effectif, voilà, des choses comme ça. La difficulté, c'était aussi la multiplication des circuits de validation. Bien entendu, il fallait faire valider différentes choses à la directrice des musées, à notre directeur de la culture. Notre adjointe à la culture était très engagée dans ce projet. Donc, elle demandait très régulièrement un retour de l'avancement. Et donc, on avait également ce partenaire associatif qui organise ce festival, qui était pleinement partie prenante, et donc également beaucoup de choses à valider avec lui. Et enfin, on s'est aperçu également d'une interprétation et d'une application parfois différentes de la réglementation patrimoniale. Véronique a effectivement insisté sur le code du patrimoine. Et là, ça a été le cas pour l'organisation d'un concert électro une semaine avant la fin de l'exposition. Donc un concert qu'on a appelé concert de finissage, et également pour donner une dernière impulsion avant la fermeture. Dès le début, on
on a senti qu'il y avait vraiment une attente de ce côté-là, d'organiser un moment musical. Et nous aussi, on le souhaitait. On en avait discuté avec Vicky assez tôt. Et je me souviens que tu nous avais dit, Vicky, que c'était une bonne idée. Ça semblait tout à fait pertinent et intéressant. Mais tu voyais déjà poindre effectivement les difficultés au regard du respect voilà, du classement monument historique du MVB pour ce faire. Et effectivement, ça a été vraiment un point très compliqué et l'objet de nombreuses discussions parfois tendues avec la directrice des musées pour y parvenir. Mais nous y sommes parvenus tout de même au final. Ensuite, les clés de réussite d'une telle collaboration et perspective de partenariat, je pense tout d'abord que le dialogue en amont pour déterminer des sujets qui peuvent valoriser tant les collections des musées que les fonds d'archives sont indispensables. Et qu'il faut pouvoir identifier des intérêts communs pour chacun nos établissements culturels. Un point vraiment qui me semble essentiel, c'est qu'il faut, voilà, quand on se lance dans un tel projet, je pense qu'il faut être tout à fait disposé à ce que les visiteurs n'aient pas conscience de quel établissement émane une telle exposition, et qu'il ne faut pas chercher à accroître la visibilité de son établissement, mais bien le rayonnement culturel du territoire. Et là, je pense que ça fait écho à une discussion que j'ai eue avec Xavier Lasselle. Je crois que Xavier, je vous ai vu aussi connecté. Voilà, vous m'aviez fait part pour vous, voilà, quand même les questions de visibilité qui vous semblaient un peu difficiles, que chaque établissement soit prêt à lâcher niveau visibilité. Voilà, nous, je pense qu'on n'y était pas, qu'on n'y était pas prêt, hein, mais on s'est vraiment aperçu que le public, voilà, il n'avait pas conscience que c'était une exposition des archives. Donc, beaucoup ont dit exposition des musées, exposition du musée de la vie bourguignonne, voire même exposition de notre partenaire associatif. Donc voilà, la conscience qu'on exposait des archives était souvent effacée. Désormais, on a envie de mener des projets pleinement collaboratifs, puisque celui-ci, c'était une présentation d'une exposition, voilà, d'archives dans un musée, mais Vicky Buring étant arrivée à un moment où le projet était déjà trop avancé, elle n'a pu pleinement y participer. Et donc là, on se lance dans un nouveau projet où on décide bien de tout ensemble, de A à Z, et avec également une attention à la participation des habitants du territoire à notre projet. Ça nous amène aussi à une plus grande attention aux collections et fonds que nous conservons déjà de part et d'autre. L'idée, ce serait peut-être de valoriser déjà des thématiques présentes, non ou peu valorisées jusque-là, avant de se lancer dans un enrichissement d'un nouveau thème. Je pense également qu'on se sollicite mutuellement plus naturellement sur différents sujets. Par exemple, le musée de la vie bourguignonne va réaliser un accrochage en lien avec une faïencerie qui était présente à Dijon. Et donc, naturellement, Vicky Buring s'est tournée vers nous pour nous demander si on avait des archives, des photographies qui pouvaient documenter cette faïencerie. Bien entendu, de telles collaborations permettent une ouverture à de nouveaux réseaux et un rapprochement des différentes disciplines. Donc ça, c'est votre invitation et ma présence ce matin. Voilà, pour Archives, c'est l'ouverture donc au réseau la FEMS. Je vois aussi une ouverture côté université,
où nous, on travaille avec le département Histoire. Vicky, du coup, elle a une connaissance du réseau ethno, mais d'un réseau de sociologues aussi, par exemple. Et donc, ça permet un enrichissement et l'interdisciplinarité. On peut être amené également à échanger plus régulièrement sur l'enrichissement des collections. Par exemple, un appel à collecte d'objets de la Seconde Guerre mondiale qui sont assez peu présents au musée de la vie bourguignonne a été réalisé. Et moi, j'avais suggéré en revanche de ne pas faire appel aux documents d'archives, puisqu'on a déjà un gros fonds à Dijon sur la Seconde Guerre mondiale et les archives départementales également. Donc cet aspect n'avait pas nécessairement besoin d'être mieux documenté. Et enfin, ça peut ouvrir des perspectives tout à fait intéressantes en matière d'établissement d'inventaire commun, il me semble. Par exemple, vous pensez bien qu'on a des choses sur la moutarde, également voilà, sur le cassis, sur le pain d'épices, sur une entreprise, un fleuron des motos, également des bicyclettes qui s'appelle Terreau. Voilà quelques sujets dont des collections et des fonds sont présents au musée et aux archives. On pourrait envisager effectivement d'en faire des inventaires communs pour que le public, les usagers, les habitants aient facilement accès à l'existence de ces fonds et collections et puissent s'en emparer plus aisément. Et donc, je terminerai avec l'extrait du livre d'or de l'exposition Electro, avec le deuxième petit mot où il est écrit est-ce qu'on pourrait garder l'expo pour toujours et continuer à l'alimenter chaque année? Moi, ce mot m'a vraiment touchée, j'aime beaucoup, et je trouve qu'il fait écho finalement au manifeste de la FEMS pour une ambition écologique et solidaire, et qui résume bien, je pense, un peu ce vers quoi on veut tendre et vraiment ce sur quoi on se rejoint, Archives et Musées. C'est finalement, voilà, faire des projets peut-être sur le plus long terme et y impliquer les habitants et écouter leurs envies et leurs désirs. Merci Cécile de nous avoir partagé ce retour d'expérience, je trouve, qui est bien complémentaire de ce qu'on a pu évoquer jusqu'à présent. On était peut-être plus sur l'amont, là on arrive sur les questions de communication, de valorisation des archives, on voit bien tout l'intérêt des collaborations, puisque nous avons des compétences complémentaires et qui, voilà, si on les additionne, peuvent vraiment venir s'enrichir pour, comme vous disiez, produire des projets pour le territoire et les habitants. Et nous amener aussi, et j'ai bien aimé votre petite phrase sur nous amener peut-être aussi à nous décentrer un peu de parfois ce qui est notre case métier et notre tendance peut-être un peu naturelle, voilà, à vouloir valoriser notre institution. Et effectivement, je pense qu'on voit tous que nos publics, ce qu'ils voient, c'est l'intérêt du projet et non pas finalement forcément du producteur. Donc ça, c'est aussi intéressant. Mais peut-être que du coup, on va on pourra prendre les questions et je propose de laisser la parole à Alice parce que du coup, je trouve que ce qu'elle va nous présenter est assez complémentaire, hein. Alors, sur un sujet assez spécifique, puisque là, on est sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, mais on est aussi dans une phase d'évolution forte. Donc, l'expérience du musée de la Résistance et de la déportation de Grenoble. Et comment vous avez, vous, à Grenoble, au gré des chantiers, des collections qui sont en cours, voilà, mené une réflexion sur le cadre de gestion des archives privées en musée, comment cette démarche s'est affinée, s'est posée, comment elle évolue aussi et quelles en sont les conditions de réussite. Voilà, donc Alice, la parole est à vous. Donc pour une petite, voilà, 8 minutes à peu près. Et ensuite, j'aimerais bien qu'on garde les questions. Je pense qu'on aura encore pas mal de questions pour le dernier quart d'heure.
Pas de souci. Merci Céline. Je vais être rapide et concise. Et puis effectivement, si derrière ça ouvre sur des questions, je pourrais y répondre. Je vais vous partager juste aussi moi un petit PowerPoint pour appuyer mon propos. Ou alors peut-être François, vous allez m'aider pour que ce soit plus rapide. Je m'en occupe. Génial. Merci. Donc effectivement, musée de la Résistance à la Portation d'Isère, qui est un musée départemental, qui est issu d'un musée associatif, comme c'est le cas pour beaucoup de nos musées avec cette thématique-là, ce qu'on appelle les musées de première génération, qui vont naître dans les années 60. Et pour le coup, celui de Grenoble va naître sur la base d'une collecte qui va être initiée par des pédagogues. Je veux bien que vous passiez à la... Merci beaucoup. Donc, en fait, un musée qui va connaître une deuxième génération dans les années 94, puisqu'il est inauguré et départementalisé à ce moment-là. Il va obtenir le statut de musée contrôlé, du coup, musée de France aujourd'hui. Et on a dans nos collections, évidemment, des diversité d'objets qui se retrouvent dans l'intégralité des musées de notre thématique, à savoir des armes, du textile, des objets du quotidien, de l'iconographie, des films et des archives. Les archives, souvent, dans nos musées, représentent une part très importante de nos fonds. Ce sont la plupart du temps des archives qui ont été données par des familles, la plupart du temps, ce sont des dons spontanés. Et pendant très longtemps, ces archives et donc toute cette gestion, on va dire, du papier, et là, je vais faire écho à ce que disait Véronique en introduction et dans le cadre qu'elle a posé, c'est que pour le coup, pendant plusieurs décennies, il n'y avait aucune distinction entre l'archive privée, donc dite patrimoniale, et l'archive produite par l'activité du musée. Si bien que lorsque nous avons initié un chantier des collections en 2019, la plus grosse part de ce chantier que nous avons gardé pour la fin et que nous avons achevé l'année dernière, c'était de pouvoir ouvrir ces boîtes dans lesquelles étaient contenus différents documents qui pouvaient aller de la photocopie d'un mail à une photo extraite du fond photo, tout en retrouvant une archive patrimoniale datant de 1942. Et évidemment, tout ceci était aussi inventorié à la boîte. Bien que pour nous, ça a été un gros chantier de pouvoir réfléchir au cadre de gestion de ces archives. Et pour le coup, nous avons nous aussi bénéficié l'année dernière de la venue dans notre service d'un contrat d'un archiviste de 5 mois qui a pu travailler justement à nous proposer à la fois une séparation de ces fonds, c'est-à-dire ces fonds qui avaient été produits par l'activité du musée, et donc les projets d'exposition, de publication, etc., tout ce qui concerne l'action culturelle du musée, mais aussi tout ce qui concernait les archives dites pour nous patrimoniales. Aujourd'hui, ce tri a été effectué. Je vais vous expliquer un petit peu comment on a travaillé. Ça représente environ 80 mètres linéaires de nos collections. Et pour nous, nous avons évidemment identifié, nous sommes évidemment identifiés comme un lieu à la fois de conservation, de recherche et d'études, donc avec cette fameuse communicabilité des archives et recevoir aussi des demandes quotidiennes d'utilisation, en tout cas de recherche dans nos fonds, qui peuvent à la fois être avec la réception de ces chercheurs, de ces étudiants ou de ces personnes qui font des recherches sur leur famille, mais également par des sollicitations diverses par mail qui nous arrivent quotidiennement. Et puis évidemment, comme tu le disais, un lieu de valorisation. François, si vous voulez bien, merci beaucoup. Donc en fait, pour travailler sur cette question du fonds d'archives, on a pris un peu de recul vis-à-vis de la politique antérieure qui était, en tant que musée, toute pièce du musée doit être inscrite à l'inventaire réglementaire. Si bien qu'il a fallu, non pas, alors on est encore en cours, mais du coup sans doute radier un certain nombre de pièces pour les faire basculer plutôt dans l'inventaire, en tout cas dans ce qu'on a notre partie archives. Et donc, on a défini 3 grands pôles, à savoir l'inventaire réglementaire, les archives et ce qui relevait de la documentation, avec évidemment parfois des limites qui sont ténues, qui sont poreuses et qui permettent notamment de préserver l'intégralité des fonds, puisque là, évidemment, guide évidemment notre travail. Du coup, on a la chance d'avoir un outil de base de données de collection qui nous permet du coup, de gérer à la fois pour un fonds donné, par exemple, un fonds, et je vous donnerai un exemple juste après, de pouvoir l'inscrire dans les différents pôles que nous avons identifiés sans le séparer physiquement. Si bien que du coup, nous avons parfois dans des fonds qui sont constitués
on va dire la pièce patrimoniale exceptionnelle qui va rentrer à l'inventaire réglementaire, le fonds d'archives qui va être identifié comme des archives et donc d'avoir un autre statut, et également tout ce qui va relever de la documentation. Ce qui nous permet parfois aussi de nous laisser la porte ouverte à une double inscription dans les différents pôles pour ensuite les gérer au niveau de notre base de données. Merci. Évidemment, tout ça, ce sont plutôt des axes de réflexion qu'une véritable stricte définition, mais en tout cas, c'est des choses qui du coup, nous permettent aujourd'hui de mieux gérer notre collection. Lorsque notre collègue archiviste est venu au sein de notre service, nous avons donc fait pour la première fois depuis 30 ans un versement de nos archives administratives aux archives départementales, et nous avons pu constituer effectivement notre plan de gestion des archives. Qui s'établit de la façon suivante, donc pour nous permettre ensuite d'identifier quelles pièces et comment on les inscrit dans notre base de données. Donc le réglementaire qui est pour nous notre outil principal en tant que musée et musée de France particulièrement, c'est le cœur de notre collection, évidemment en tant que musée. C'est tout ce qui relève de notre thématique principale ou de nos thématiques. Évidemment, pour nous, elle est remarquable et unique. Et elle a vocation à être prêtée, exposée, et évidemment, elle bénéficie du statut de protection garanti par la loi. Concernant les archives, on a donc un plan de classement. Pour nous, c'est la structure intellectuelle de notre collection. C'est un ensemble de documents dont la valeur va s'apprécier à l'échelle du fonds, c'est ce que disait tout à l'heure Véronique, et qui combine à la fois évidemment une valeur documentaire, mais aussi patrimoniale. Et évidemment, c'est plutôt ces archives, évidemment au prêt, etc., mais on connaît les conditions aussi de l'exposition du papier. Du coup, c'est plutôt une vocation à la reproduction, à la consultation. Et pour la documentation, pour nous, l'outil, c'est le catalogue, qui va pour nous servir à médiatiser notre collection, avec des thématiques qui sont plus larges ou périphériques. Et c'est une gestion dynamique qui a vocation, évidemment, à la consultation et à la diffusion. Si bien que pour être très concrète, si je prends l'exemple d'un don particulier, comme ça arrive très fréquemment, qui va arriver avec son fonds d'archives dans lequel on va retrouver à la fois des objets, c'est-à-dire peut-être un brassard FFI, une arme, une carte de combattant volontaire de la résistance, des états de service, des journaux, peut-être des documents officiels liés au réseau dans lequel il a appartenu, et puis des ouvrages de la période qu'il a pu collecter, et bien du coup ce fonds va être ventilé sur les 3 pôles en fonction de la définition que je viens de vous présenter. Donc l'acquisition sera commune, donc ça va regrouper les objets et les documents qui vont rentrer au réglementaire. Le fonds des documents anciens vont rentrer dans le fonds d'archives et les ouvrages historiques, s'ils ne sont pas déjà présents dans notre fonds, rentrera dans le centre de documentation. La carte de CVR, comme c'est un document unique et rare qui est sur cette personne-là, va être inscrite au réglementaire et classée, mais restera classée dans le fonds d'archives. Donc nous, on pourra, grâce à notre base, pouvoir le récupérer, pouvoir savoir où il se situe physiquement dans nos collections. L'objectif, évidemment, c'est de pouvoir nous, notamment lorsqu'on a des acquisitions, et on sait qu'actuellement, on bénéficie d'énormément de sollicitations liées à la disparition des derniers témoins, et donc de pouvoir, nous, avoir aussi une politique d'acceptation de ces dons spontanés. On fait quand même très peu d'acquisitions onéreuses du fait de notre spécificité, et donc de pouvoir aussi apporter des réponses, notamment aux particuliers, aux associations qui vont venir verser leurs fonds chez nous. Il se trouve que nous avons quelques archives publiques qui ne devraient pas être chez nous, mais qui se sont retrouvées là parce qu'on sait que la période de la Seconde Guerre mondiale est une période aussi où la différence entre le privé et le public a été parfois un peu ténue et poreux. Et donc, voilà, mais ça ne concerne pas l'intégralité des fonds, évidemment. Voilà, pour être courte et concise. Et je vois que j'ai une question. L'outil de la base de données, c'est Skinsoft avec la version de Trifon. Merci Alice pour cette présentation à la fois très riche et un petit peu éclair. Donc, j'espère que nous allons avoir des questions. En tout cas, il nous reste un petit quart d'heure pour prendre des questions de l'Assemblée. Voilà, je me remets en mode affichage. Je vois que notre président veut déjà prendre la parole. Magnifique. Donc, notre président étant archiviste, on va lui laisser la priorité. Xavier, c'est à toi.
Merci, merci Céline. Vous m'entendez bien? Oui. Donc je prends la parole plus par enthousiasme et envie de participer aux échanges que évidemment par, comment dire, par primauté protocolaire. Juste pour deux choses. Alors une considération qui apporte pas forcément grand-chose à ce qui a déjà été dit, mais qui fait référence à ce qu'a évoqué Cécile Lelong tout à l'heure, et notamment la conversation qu'on a eue il y a quelques temps. Moi, c'est vrai que ça fait un moment que je me pose cette question, mais c'est une remarque qui relève de l'Uchronie, c'est-à-dire si on pouvait refaire l'histoire, on se demande aujourd'hui comment ça se fait qu'on ait réussi, et là on parle que des archives et des musées, on ne parle pas des bibliothèques et des fonds patrimoniaux des bibliothèques, mais on pourrait aussi en parler. Comment ça se fait qu'on ait réussi depuis plusieurs générations, depuis on va dire 2 siècles, je pense aux échelles, aux territoires municipaux, à construire des établissements qui conservent des fonds complètement complémentaires, qui travaillent, qui sont liés, alors ça, remarque que Céline aussi va dans ce sens-là, qui contribuent à la compréhension du territoire et qui, en fait, pour les uns, sont de l'ordre de fabrique de l'histoire, pour les autres, de la mise en scène du récit. Et puis, on est réussi à construire des barrières, des corpus réglementaires qui s'opposent les uns aux autres, des doctrines professionnelles parfois pas très compatibles, alors qu'on aurait pu imaginer qu'il y ait beaucoup plus d'initiatives qui réunissent nos services dans des établissements communs où on pourrait se répartir les choses entre la médiation, la conservation, le travail scientifique, et en traitant les objets au sens très large du terme. Bon, c'est de l'Uchronie, on ne va pas refaire l'histoire, mais en revanche, je trouve intéressant de réfléchir, et l'expérience bourguignonne va dans ce sens-là, à savoir comment on ne pourrait pas plus aller dans cette convergence en dépassant les débats juridico-techniques pour aller vers un projet culturel scientifique commun c'est une réflexion. J'ai eu un échange avec mon collègue qui lui-même vient de quitter la présidence de l'Association des archives français, Louis Fèvre-Tarsier, qui actuellement dirige les archives de Lyon, qui en plus est un service qui a développé énormément une politique culturelle d'exposition en particulier très importante. Réfléchir à la convergence de nos projets communs, d'un point de vue un peu plus stratégique, et à l'intérieur desquels, évidemment, les questions précises de la conservation de tel fonds à tel endroit, de telle collection, pourraient ensuite être développées. Et puis la deuxième remarque la deuxième suggestion que je ferai, c'est que ça renvoie plus à je pense, c'est ce qui a été évoqué à propos du MUSEM et des archives des ATP, c'est l'enjeu que pourrait représenter à moyen et long terme la meilleure connaissance, le meilleur repérage des sources de l'histoire des musées. Ça, c'est typiquement un terrain alors qui intéresse peut-être essentiellement le monde universitaire, le monde de la recherche, mais aussi des étudiants en muséologie. Et dans l'action de la FEMS, il y a la plateforme Muséotchek qui est encore un peu embryonnaire, qui vise finalement à rendre plus visible tout ce qui permet de retracer finalement l'histoire de la muséologie et plus généralement celle des musées. Et aujourd'hui, je pense qu'on aurait du mal à savoir où consulter, où se trouvent conservées les archives des musées. Qu'elles soient encore conservées dans les musées ou qu'elles soient traitées par les archives municipales ou départementales ou nationales. Et je trouve que ce serait intéressant pour la connaissance des musées, pour l'accessibilité de ces ressources archivistiques. J'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il y a une chaire UNESCO liée à la Sorbonne Nouvelle qui travaille sur les ressources en muséologie, mais qui visiblement ne les aborde que sous l'angle de la documentation et de la bibliographie. Et finalement, il n'est pas question d'archives. Donc il y a sans doute un enjeu dans les prochaines années à réfléchir à se doter d'un... Je ne sais pas qui pourrait en prendre l'initiative, peut-être avec le monde universitaire. Voilà, merci. Merci Xavier pour ces éléments. Effectivement, on voit dans les cadres de formation et du coup les compétences respectives, sans refaire l'histoire, il faut qu'on tienne compte de ce qui existe aujourd'hui. Et c'est vrai que les musées ont quand même cette compétence sur la mise en scène, la muséographie qui est notre force, quand les archives ont vraiment, les archivistes ont vraiment cette force de la vision du cadre aussi de gestion. Et du coup, là, j'ai une question très concrète. Alors, que pose ma collègue responsable documentaliste, responsable de la documentation au musée de Bretagne, qui est aussi responsable des archives. Et elle pose une question à Françoise, je ne sais pas, Françoise Thiron, aux ATP, si vous la voyez, je la dis pour tout le monde. Comment traitez-vous concrètement les documents audiovisuels réalisés dans le cadre de campagnes de collectage et d'enquête? Entrent-ils dans les collections du musée? Certains sont-ils versés en archives?
Alors, pour répondre à la question, nous, tous les documents audiovisuels rentrent en archives, en fait. Ce sont des archives, au même titre que des carnets de notes ou des enregistrements sonores. En fait, ça fait partie d'un fonds d'enquête global qui explique en fait la démarche, qui va expliquer soit la démarche de l'enquête en fait, soit qui va être collecté sur le terrain et qui du coup va apporter une information autour d'un sujet. Et donc à ce titre-là, ça fait partie du fonds d'archives. Et de ce fait, c'est traité dans l'ensemble des articles d'archives du fonds. Donc c'est décrit dans un instrument de recherche archive. Et c'est pas traité différemment en fait de tout autre document qui entre dans ce fonds-là. Je regarde la question dans le cadre de campagne. Et concrètement, Fabienne, ça veut dire, parce que moi je fais partie de la commission scientifique d'acquisition du MUSEM, donc où on présente les objets qui rentrent à l'inventaire réglementaire. Donc, je sais pas, je prends n'importe quelle enquête, les enquêtes Roumanie, par exemple. Donc, on nous a présenté beaucoup d'objets ou d'œuvres. Mais c'est vrai que comme on ne nous a pas présenté les enquêtes collecte, donc un public lambda, par exemple, moi je veux consulter les objets en ligne, le MUSEM a ses collections en ligne, mais par contre les documents audiovisuels, l'enquête collecte, est-ce qu'on peut y avoir accès en ligne ou il faut venir au centre du MUSEM? Pour l'instant, on n'a pas accès aux archives en ligne. Donc, en fait, quand il y a une demande autour d'une consultation, ça nous arrive par le biais soit du conservateur qui est en charge du pôle qui est concerné par la consultation et qui, à ce moment-là, va renvoyer vers les autres ressources documentaires, donc soit les archives, soit les fonds de bibliothèque, soit la documentation. À ce moment-là, nous, on met à disposition les inventaires qui décrivent le fonds d'archives qui est associé à l'enquête et aux objets. Du coup, on ne peut pas consulter ces documents-là vidéo en ligne. Par contre, on peut les communiquer, les envoyer par mail, enfin voilà, les communiquer. Il n'y a pas besoin de consultation physique en salle de lecture, en fait. D'accord. Et en fait, pour préciser pourquoi ces documents-là ne sont pas... en fait, ces documents qui arrivent dans le cadre de l'enquête sont soumis en fait à la connaissance de ce qu'on appelle le comité d'acquisition du musée. Donc c'est l'endroit où en fait les personnes, les conservateurs du musée et le personnel scientifique se réunissent pour décider des acquisitions. Donc c'est à ce moment-là que sont présentés les fonds d'archives et les fonds d'objets, les fonds de collection. Et ensuite, seuls les objets, eux, arrivent jusqu'à la commission d'acquisition, puisque les archives, elles sont pas présentées en commission d'acquisition, en fait. Alors, peut-être un exemple très concret qui m'intéresse moi à titre personnel, parce que du coup, les professionnels de musée ne sont pas toujours complètement au fait des règles de communicabilité des archives. Donc, un musée ferait, enfin, on l'a tous fait, une enquête collecte avec voilà, une collecte sonore ou mieux un reportage filmé. Donc, nous faisons rentrer en statut archive, je ne sais pas, 10 interviews de personnes, je dis vraiment au hasard, qui font carnaval en Bretagne. Quelles sont les règles qui vont s'appliquer en termes de communicabilité de ces documents au grand public? Eh bien, en fait, c'est les règles qu'évoquait Véronique tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est les règles qui s'appliquent aux archives publiques, c'est-à-dire que on communique, ces enregistrements sont communicables à partir du moment où, par exemple, ils ne rentrent pas en conflit avec le respect de la vie privée. Si on évoque à l'occasion de ces entretiens des parcours de vie qui peuvent faire allusion à des choses qui relèvent de la vie privée, à ce moment-là, on va avoir des délais de communicabilité qui seront plus longs. Mais sinon, ces entretiens-là sont communicables. Si, par exemple, c'est un entretien d'une personne
d'une personne physique qui du coup demande en fait à ce que son entretien ne soit pas communicable tout de suite. On va respecter ces délais-là et du coup attribuer des délais de communicabilité un peu plus longs à ces documents sonores en fait. Si la personne, elle livre son récit de vie et qu'elle est d'accord pour le communiquer tout de suite, on a le droit de le communiquer? Oui. D'une manière générale, c'est un contrat. Il y a un contrat d'enregistrement et le témoin décide de la communicabilité à ce moment-là. Pour pouvoir diffuser et pour pouvoir enregistrer et diffuser, on est obligé de lui faire signer un contrat de droit à l'image ou d'enregistrement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet-là, un autre sujet? Il semblerait que non. Bah, écoutez, peut-être que tout le monde digère. Alors, je n'ai pas pu entendre le début du webinaire. Est-ce qu'il existe des prestataires privés qui inventorient des fonds documentaires? Si oui, est-ce que vous avez des retours d'expérience? Pour le contexte, nous sommes un centre de découverte avec un fonds documentaire qui n'est pas inventorié, dont une partie n'est pas encore classée. Alors peut-être que si on veut un peu élargir le propos, ça rejoint ce qu'a dit Alice. Concrètement, quand on est un musée, on n'a pas d'archives, on n'a pas d'archiviste au sein de son musée, on n'a pas trop de... Voilà, on est un peu dépourvu. Quelles sont les solutions pour progresser? On va dire, qu'est-ce que vous me conseillez de faire, chers collègues archivistes? Véronique. Alors, pour moi, première question, de quel statut dépend le musée? Parce que si le musée est public, il va falloir quand même s'en rapprocher soit du service d'archives municipal si il est constitué, soit du directeur des archives départementales qui, dans le cadre du contrôle scientifique et technique, va pouvoir venir regarder, faire un audit du fonds d'archives. Et il va pouvoir vous conseiller des pistes. Des pistes, eh bien, soit le recrutement d'un stagiaire ou d'un alternant ou d'un apprenti pour assurer le classement. Vous dire aussi s'il connaît des entreprises privées, eh bien, lesquelles sont sur le territoire. Alors, pas vous conseiller une entreprise, mais vous en conseiller plusieurs pour que vous puissiez faire des devis. Et puis, je dirais que dans le cadre du centre de gestion, selon la taille de votre commune, vous pourriez demander à bénéficier d'une intervention d'un archiviste itinérant du centre de gestion qui, en général, classe les archives communales, mais qui, justement, peut-être pourrait intervenir à la marge sur ce fonds. Donc, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Mais c'est vrai que moi, je commencerai quand même par prendre conseil auprès eh bien, du directeur des archives municipales qui va être votre premier interlocuteur si vous êtes musée municipal ou du directeur des archives départementales dans le cadre du contrôle scientifique et technique. Eh bien, merci. Voilà, c'est une belle conclusion. En même temps, voilà, ça nous offre des perspectives. On n'est pas seul et donc s'appuyer sur les ressources autres. Nous indiquons donc ce jeudi la FEMS pourra être revu en replay. On essaiera de le compléter par des ressources, puisqu'il y a eu pas mal de questions, des articles ou des références. Et puis, si vous avez des questions complémentaires, des propositions, des envies, dans l'échange que nous avons préparé avec nos intervenantes d'aujourd'hui, nous avons possiblement imaginé une journée professionnelle l'année prochaine sur le sujet, sur un site entre musées et archives qui possiblement pourrait être très concrète. Pourquoi pas en PACA, en collaboration là aussi avec l'Association des archivistes français, puisque ce jeudi c'était fait également avec leur soutien. Donc, merci à toutes nos intervenantes et voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et prochain jeudi de la FEM sur les musées et l'archéologie. Voilà, autre sujet qui devrait aussi retenir pas mal l'intérêt des uns et des autres. Merci à vous, au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.